HVE, c'est une certification environnementale, qui est haute valeur environnementale, qui est issue des Grenelles de l'environnement en 2011, qui était assez vertueuse au départ, qui partait sur une bonne idée, vu que c'était pour entraîner une transition de l'agriculture vers des pratiques plus environnementales. Le problème, c'est que le temps que le cahier des charges s'écrive, avec les pressions des forces obscurantistes, là, on se retrouve aujourd'hui avec un cahier des charges qui n'entraîne pas d'évolution sur le réel des pratiques agricoles. Pour être certifié, il y a l'option A, l'option B. Je vais commencer par la B parce que c'est la plus caricaturale. C'est fonction du chiffre d'affaires d'intrants dans l'exploitation. C'est-à-dire que si vous avez deux exploitations, je vais prendre la viticulture parce que c'est majoritairement les viticulteurs qui sont certifiés comme ça, deux exploitations exactement les mêmes, même surface, qui travaillent pareil, qui ont tout pareil. S'il y en a une qui a une appellation et qui peut se permettre de vendre son vin à 15 € la bouteille, elle va être certifiée HVE parce que son chiffre d'affaires d'intrants par rapport au chiffre d'affaires sera faible, alors que l'autre, qui vendra son vin un petit peu moins cher parce qu'il n'a pas l'appellation, qu'il ne le vendrait qu'à 10 €, le pourcentage de chiffre d'affaires d'intrants sera plus haut, et du coup, lui ne sera pas certifié HVE, alors qu'ils feront exactement la même chose. Donc cette certification par la voie B est pour nous nulle et non avenue et doit disparaître impérativement. Sur l'option 1, donc, il y a 4 items. Il y a biodiversité, donc ça c'est plutôt un plus. Et la biodiversité ne rentre pas dans le cahier des charges bio, donc c'est plutôt un avantage. Le problème, c'est que quelqu'un qui aura un poulailler de poules industrielles, un élevage hors sol et une ruche, on ne tient pas compte des vertus de l'élevage. S'il a deux élevages, même s'ils sont industriels, il aura de la biodiversité autant que le gars qui aura des vaches et des moutons en plein air intégral ou quelque chose comme ça. Donc le mode de production n'influe pas sur la biodiversité, et celui qui a une ruche marque autant de points que celui qui en a 100 sur sa ferme. Donc il y a des trucs un peu bizarres comme ça. Il y a un deuxième item sur la fertilisation, où là, HVE est moins 10 ans que les directives nitrates. C'est un truc un peu technique, mais les zones vulnérables nitrates couvrent à peu près les 3/4 de la France. Donc il y a les 3/4 de la France qui sont déjà censés être mieux 10 ans que cette certification HVE, ce qui montre bien que ça n'apporte pas grand-chose. Sur les phytos, les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ne sont pas interdits en HVE, alors que c'est quand même ceux-là qui posent le plus de soucis. Se rajoute à ça que les prorata sont calculés en fonction des surfaces traitées. Donc quelqu'un qui aurait presque toute sa ferme en herbe, en prairie permanente, sans traitement, mais qui traiterait les 5-6 hectares qu'il a en céréales pour nourrir ses animaux, marquerait moins de points que celui qui aurait 5 hectares qui ne traite pas parce qu'il n'y a pas de parasites ou quelque chose de ça. Et du coup, toute sa surface ne serait pas traitée parce que les prairies permanentes ne sont pas comptées dans les terres arables. Donc ça, c'est pareil, le HVE est totalement inadapté aux fermes d'élevage. Après, il y a le quatrième item, c'est sur l'irrigation, enfin c'est sur la flotte. Sur l'eau, mais là, il n'y a que l'irrigation qui est prise en ligne de compte. Si on n'irrigue pas, on a les points maximum sans s'occuper de rien d'autre, alors que je crois que la gestion de l'eau aujourd'hui est quand même... L'irrigation peut être un souci si c'est mal conduit avec les bassines et tout ça, mais la protection de la ressource, les drainages et tout ça, je crois que la problématique de l'eau va bien au-delà de l'arrosage. Voilà, donc pour toutes ces raisons, à mon avis, l'option B est à supprimer, purement et simplement, et l'option A est à revoir de fond en comble pour l'améliorer. C'est un des reproches qu'on peut faire aussi à HVE, c'est qu'il n'y a pas de critères sociaux non plus. Donc quelle que soit la taille de la ferme, on peut être certifié HVE, il n'y a pas de limite de taille d'atelier. Donc c'est... Par les temps qui courent, où il y a 4 millions de chômeurs, il y a un problème de renouvellement des générations. Je crois que la taille des fermes est un sujet important, et je pense que dans le cadre d'une certification, il faudrait quand même en tenir compte. On a l'impression que le ministère et l'agro-industrie
pousse au label HVE en considérant que ça va suffire pour assurer les consommateurs. Il y a les 3/4 des agriculteurs qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont rien changé, voire à la marge, pour avoir cette certification. Mais qui bien souvent, en fruits et légumes par exemple, ou en viti, risque de devenir nécessaire pour avoir accès au marché. Par rapport au label bio, il y a de gros écarts, en considérant que le bio interdit complètement la chimie de synthèse, ce qui n'est pas le cas de HVE. Il y a une limitation de taille d'atelier en bio, ce qui n'est pas le cas en HVE. Et ça risque de pénaliser un peu le développement de l'agriculture bio. Ça met en colère quand on voit qu'il n'y a plus d'aide au maintien, qu'il y a un crédit d'impôt pour les exploitations certifiées HVE. Alors, par rapport à la ration collective où on est censé avoir 50% de produits de qualité et locaux si possible dans la restauration, si HVE était reconnu, c'est pareil, ça fermerait, ça risquerait de prendre une bonne partie du marché du bio local. Et c'est du même acabit, ça veut dire qu'on continuera de manger toujours la même chose, j'allais dire aussi mal, c'est un peu exagéré, mais les produits issus des mêmes fermes sans forcément de contraintes. Donc en gros, ça ne changerait rien par rapport à la Restauco non plus. Je crois que ce serait vraiment un recul pour les consommateurs que HVE soit reconnu comme certification qualité. Là où il est dans les tuyaux de faire reconnaître ce qu'on appelle le poulet standard. Donc c'est du poulet de 38 jours ou quelque chose comme ça. Et il est dans les tuyaux de le faire reconnaître, certifié HVE3, ce qui signifie clairement qu'on continuerait de manger les mêmes poulets dont on mange les os comme si de rien n'était dans les cantines. Du coup, HVE pourrait ouvrir cette fameuse aide au paiement vert, parce que les aides de la PAC, il y a une partie fixe à l'hectare. Donc bon, là, c'est déjà, on pourrait s'étendre sur ce sujet-là, mais ce n'est pas l'objet. Il y a des aides spécifiques aux jeunes agriculteurs et il y a des paiements qui sont liés au verdissement, ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, la bio serait reconnue automatiquement comme vertueuse. Autrement, il y aurait un certain nombre de pratiques qui ouvriraient droit à ces paiements. Et HVE, il est dans les tuyaux en ce moment que HVE ouvre droit à ces paiements verts, alors que ces fameuses aides devraient vraiment apporter un plus au niveau biodiversité, protection des ressources en eau et tout ça, alors que manifestement ce n'est pas le cas. Un plafonnement des aides, plutôt lié à l'actif par un système ou un autre, soit un paiement beaucoup plus fort sur les premiers hectares ou les premières têtes de bétail. Une aide aux forfaitaires, aux petites exploitations qui en général fournissent de l'alimentation bio, mais pas que, mais locale, territorialisée, et ce qui répond pleinement aux questions et aux problématiques actuelles. Une aide spécifique pour les fruits et légumes, parce qu'aujourd'hui on est à moins de 50% de légumes frais produits en France. Un paiement vert qui correspond vraiment, qui entraîne vraiment une transition de l'agriculture pour sortir des pesticides les plus dangereux, pour réduire les tailles des parcelles, pour réduire les tailles des ateliers aussi animaux, faire une montée en gamme, ce dont on a beaucoup parlé au moment des lois des EGalim, des États généraux de l'alimentation, mais qui pour le moment ne se sont pas traduits dans les faits. Et je pense que la PAC devrait être l'occasion d'engager les agriculteurs à cette montée en gamme où tout le monde serait gagnant, que ce soit l'aménagement du territoire, l'environnement, l'emploi, parce qu'on manque de bras dans l'agriculture et on croit qu'en remplaçant par du matériel, ça solutionne le problème, ça ne solutionne aucunement. Une bonne réforme de la PAC devrait répondre à tous ces enjeux-là, environnement, social et économique. Ça a l'air un sujet assez technique, mais je crois qu'il faut quand même que les consommateurs se saisissent de ce sujet-là et ce qu'on met dans notre assiette influe réellement sur le type d'agriculture dont on fait la promotion et le type d'agriculture
qu'on a dans un pays aménage les territoires, aménage notre santé parce qu'on a mangé, aménage nos lieux de vie, la protection de l'environnement, la biodiversité. Donc c'est vraiment par l'assiette qu'on a accès à tout ça, mais en même temps, ça demande aussi un accompagnement des politiques publiques. Je ne veux pas rejeter la responsabilité entière sur les consommateurs, mais à travers l'assiette, le vote et les pressions, les assauts et tout ça, il y a vraiment moyen de peser pour que l'agriculture évolue dans une transition qui est nécessaire aujourd'hui.